Ok, là ça devient n'importe quoi. Quoi encore, Wade? Dans ta vidéo sur le remake de Blanche-Neige de Disney, tu disais que tu ferais une vidéo sur les autres adaptations du conte. Après ça, tu fais ta vidéo sur Disney qui censure l'LGBT. Déjà, chiant. Mais au moins tu justifiais ça avec les dates et tout. Et à la fin, tu dis à nouveau que tu parleras après des adaptations de Blanche-Neige. Et à la place, tu fais quoi? Une vidéo sur Suicide Squad? Le film a presque 10 ans, plus personne n'en parle. Pourquoi tu fais une vidéo là-dessus au lieu de la vidéo que t'avais promis sur Blanche-Neige? La saison 2 de Peacemaker a potentiellement rendu canon ce film, ce qui a relancé les discussions là-dessus. Rajoute à ça la sortie d'un nouveau film de merde avec Jared Leto alors que tout le monde le déteste depuis Suicide Squad, les fanatiques de Zack Snyder qui veulent forcer la sortie de la Ayer Cut juste pour pouvoir faire annuler l'univers cinématographique de James Gunn, et enfin, le script du film qui a fuité le 10 septembre. Bon, ok. C'est en effet plus d'actualité que Blanche-Neige pour le coup. Et promis, Blanche-Neige fait de mon mieux pour la finir pour octobre. Le script de cette vidéo fait une trentaine de pages, je peux pas l'annuler après avoir avancé à ce point. Du coup, tu sors ton truc sur une princesse Disney pour Halloween? Bah, disons-le, Blanche-Neige c'est plus une histoire d'horreur qu'autre chose, hein. C'est ça, oui, rationalise tes problèmes de planning. Et pour avoir ramené ta fraise pour rien, tu fais l'intro du sponsor. Et merde! Cette dame, c'est Amanda Waller. Amanda Waller est une et elle bosse pour le gouvernement et abuse de son pouvoir pour tous vous surveiller. Elle vous voit dans votre sommeil. Et c'est pour ça qu'on a créé NordVPN. NordVPN, le meilleur VPN qui protège votre appareil contre les sites malveillants et les trackers d'Argus qui collectent vos données et vous permettent de masquer votre IP, vous permettant d'accéder aux serveurs d'autres régions pour contourner les géorestrictions. Genre si vous êtes coincé à Corto Maltese mais que vous voulez voir un truc disponible que sur MyCanal, allez sur un serveur français et vous pourrez revoir Inglourious Basterds ou Sonic 3. Et si au contraire vous voulez accéder à des programmes disponibles à l'étranger, allez sur un serveur américain ou britannique pour voir le dernier Captain America sur Disney+, ou sur un serveur suisse ou belge pour avoir l'intégralité de Kaamelott sur YouTube, histoire de vous préparer pour la sortie du nouveau film. C'est pas juste, je veux voir des petits blancs qui regardent Kaamelott, moi. Pourquoi? Parce que c'est trop drôle. C'est comme voir les vidéos de réaction de Michael J mais en plus pathétique. Wade, arrête d'écrire le sponsor. Oh désolé, je ne contrôle plus mon corps depuis que ma tête a déménagé. Et NordVPN apporte aussi des nouveautés pratiques avec le pack plus qui comprend le NordPass qui vous permet de renforcer vos mots de passe, détecter si un de vos mots de passe a fuité et sauvegarder vos mots de passe dans un gestionnaire en ligne solide, ainsi que NordLocker, un cloud qui protège vos fichiers en plus de vous permettre de libérer de l'espace sur votre appareil. Du coup, pourquoi vous n'avez pas planqué les dossiers du projet Starfish dans ce cloud? Et viré. Allez sur le lien dans la description, nordvpn.com/fermez-la pour profiter de l'application et du reste du pack plus avec l'abonnement de 2 ans, soit moins de 3 € par mois payable en une fois, qui comprend 4 mois d'abonnement supplémentaire offert, satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Merci encore à NordVPN pour le sponsor et bonne vidéo à tous. Suicide Squad est le troisième film de l'ancien univers cinématographique étendu DC, ou DCU, lancé par le Man of Steel de Zack Snyder, que des fanatiques en besoin urgent de passer à autre chose appellent le Snyderverse, qui fut enterré par le plantage consécutif des derniers films et le reboot de cet univers avec le Superman de James Gunn, qui lance le DCU. Rien à voir avec le DCU. Oui, je sais, c'est confus. Suicide Squad fut produit en même temps que Batman v Superman et réalisé par David Ayer, le scénariste de Training Day et réalisateur de Fury. Il a rien fait d'autre de bien. Toi et ta putain de grosse gueule de Shrek à la con, vous retourniez dans votre véhicule pour rentrer chez vous voir Fiona. Et encore, je dis ça alors que j'ai pas encore vu Fury. Si ça se trouve, celui-là aussi est nul à chier. Mais bon, j'essaye d'être juste, quoi. Le film est connu pour être un très mauvais film, mais aussi un succès au box-office, et même gagnant d'un Oscar pour meilleur maquillage. Je veux dire, oui, Killer Croc, il a une super gueule, hein, mais t'avais Star Trek sans limite la même année. T'en as une trentaine des maquillages niveau Killer Croc dans celui-là. C'est aussi le dernier succès financier de la carrière de Jared Leto, car les scandales derrière caméra à base de Jared Leto en mode méthode acting envoie par colis des sextoys usagés à Margot Robbie et des rabats à Will Smith, comme le ferait le Joker apparemment, ainsi que des gens qui l'ont trouvé insupportable dans le rôle du Joker, l'a propulsé au classement des acteurs les plus détestés de tout Hollywood. Et ce avant qu'on découvre d'autres bails chelous à base de gourous de sectes et agressions sexuelles. Même les mêmes ironiques à base de Morbin Time n'ont pas sauvé sa popularité. Au contraire.
Quelques des plus grands savants de notre temps sont partis en dépression nerveuse après avoir tenté de comprendre pourquoi les studios hollywoodiens insistent encore pour mettre Jared Leto en rôle principal de gros blockbusters comme Tron Ares ou prochainement Les Maîtres de l'Univers. Alors que non seulement c'est une enflure toxique que personne n'aime, mais aussi, après Suicide Squad, aucun de ces films, ni même les bons Blade Runner 2047 ou Une affaire de détail, n'ont été de succès commerciaux. Le mec est littéralement un poison pour le box-office. Mais on continue quand même à lui donner du boulot. Gore Verbinski et Stephen Sommers ont perdu leur carrière pour moins que ça. Hein. Moi, ma théorie, c'est qu'un producteur donne volontairement à Jared Leto des rôles de morts, de fantômes, de squelettes, de morts-vivants, parce qu'il espère secrètement que sa folie du méthode acting le pousse à se tuer pour pouvoir jouer à la perfection un cadavre. C'est une vidéo sur Suicide Squad ou on critique Jared Leto? Ta gueule, Wade! Suicide Squad est en effet un film nul, probablement l'un des plus nuls du DCU. Genre, même la Whedon Cut de Justice League et les suites de Shazam et Aquaman n'étaient pas de tels bordels narratifs. Le seul qui est plus nul est Black Adam, car c'est un néant narratif tellement con qu'il valorise une figure dictatoriale sans s'en rendre compte. Mais malgré tout, Suicide Squad a eu une influence parmi les fans, autant féminins que masculins, qui ont kiffé le design de Joker et Harley et aiment bien cette version de Captain Boomerang, voire même de l'Enchantress. L'influence du film a même eu un impact sur comment ces personnages sont définis, jusqu'au jeu vidéo très décrié Suicide Squad Kills the Justice League. Et surtout, le film est connu pour avoir été compromis par des producteurs qui l'ont totalement remanié pour forcer au montage et au reshoot un nouveau style plus proche du bien supérieur et plus populaire Gardien de la Galaxie. Il est tout à fait normal de condamner cette décision, car oui, la vision d'un réalisateur doit valoir sur les choix des producteurs, surtout les cadres exécutifs, qui consistent qu'à suivre une tendance. Surtout quand on voit à quel point leur compréhension de la dite tendance est très superficielle. L'emploi abusif de chansons préexistantes fut très critiqué, à raison, car il ne comprenait pas que les Gardiens de la Galaxie construisaient ces scènes autour de sa playlist. Il les plaçait pas en remplissage musical au montage de façon random. Le choix des chansons était réfléchi, c'était pas genre je mets Super Freak parce que Harley Quinn est folle, Fortunate Son parce que Killer Croc a pas de chance, et Black Skinhead parce que Deadshot est noir et chauve. Et ils ne se sont pas arrêtés là, vu qu'après ça, ils ont profité du renvoi de James Gunn par Disney pour le mettre à la tête de la suite reboot The Suicide Squad, à ne pas confondre avec Suicide Squad. Sans le The. Oui, encore une fois, c'est confus. Sauf que là, comme ils ont donné carte blanche à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il a compris qu'il ne fallait pas juste refaire bêtement les Gardiens de la Galaxie et qu'il fallait assumer que ce sont des tueurs sanguinaires, certains prêts à s'entretuer, qu'il ne fallait pas les rendre cool, sombres et edgy, surtout quand ils ont dans leur équipe des personnages débiles comme Polka Dot Man ou Captain Boomerang, et que s'ils décident de devenir de meilleures personnes et sauver des innocents, fallait que ce soit leur décision et pas la mission que leur confie Amanda Waller, alias CIA l'être humain. Et bien sûr, il a choisi les chansons avant de tourner, et il les a utilisées comme base pour sa mise en scène et découpage. Et il a fait aucun choix trop facile comme Sympathy with the Devil, Bohemian Rhapsody ou autres chansons déjà surutilisées et très populaires. Aussi, il a compris qu'un film comme Suicide Squad se devait d'être sale et sanglant, et pas propre et aseptisé comme le film pour ados qu'est le premier Suicide Squad. Mais oui, le film de David Ayer a été compromis. Du coup, comme avec la Snyder Cut, les gens imaginaient que le film était secrètement un chef-d'œuvre massacré au montage par les méchants cadres de la Warner et qu'il fallait défendre sa vision comme on a défendu celle de Zack Snyder avec Justice League. Et la Schumacher Cut de Batman Forever? Y'a personne qui la demande? Parce que quitte à défendre la vision d'un réal médiocre, autant se focaliser sur celui qui avait une meilleure vision plutôt que le réalisateur de Bright et de Working Man là. Ouais, j'y ai jamais trop cru à cette fameuse Ayer Cut. Je pouvais y croire à un certain degré que la version Ayer serait meilleure, principalement parce que certaines infos et plans DPA suggéraient un scénario où Harley se serait émancipée du Joker, mais plus Ayer donnait d'infos, plus ça puait. Et le fait que des Snyder sexuels qui avaient mené des campagnes de harcèlement pour sortir la Snyder Cut ont remis le couvert en faisant campagne pour sortir la Ayer Cut, ça donnait pas envie qu'ils aient encore ce qu'ils demandent comme des enfants gâtés. Ils ont aussi fait leur forcing toxique là-dessus, tellement qu'ils se sont même retournés contre David Ayer lui-même, car ce dernier a osé avoir un peu de compassion pour James Gunn et dire du bien de son Superman. Une nouvelle preuve que ces gens ne veulent pas défendre la vision artistique des réalisateurs, mais détruire la vision artistique des réalisateurs qu'ils détestent. Et dernièrement, le script a fuité. Script qui n'a pas été confirmé, mais qui correspond aux nombreuses infos qu'Ayer avait données sur sa Ayer Cut, dont il aurait, selon lui, tout tourné. Du coup, nous pouvons voir à quoi aurait pu ressembler son film avant les reshoots. Et c'est pas génial! Non seulement c'est pas ouf, non seulement tout ce que les gens détestaient dans ce film est déjà présent dans le script, mais c'est même à pas mal de moments pire que le produit final. Genre vous pensez que Joker Gangsta c'était une idée de merde? On a failli avoir Joker combattant de la MMA. Une grande figure musclée dans un uniforme de prison s'avance vers elle. C'est le Joker, taillé comme un combattant de MMA. Parce que oui, désolé de vous le dire, mais la plupart des grands défauts critiqués à propos de ce film sont déjà dans le script. Les fameux dialogues nuls à chier comme... On est quoi, une sorte d'escadron suicide? Eh
c'est Katana. Elle assure mes arrières. D'un seul coup de son sabre, elle vous tranche tous en deux comme de l'herbe tendre. Il détaille aussi les nombreux tatouages du Joker, il sursexualise encore plus Harley, même des trucs qu'on reprochait à Will Smith de forcer une histoire de gentil papa pour lui faire plaisir. Non seulement c'est dans le script, donc probablement même avant qu'on ait choisi Will Smith pour le rôle, mais ça fait aussi partie du personnage du comics depuis bien avant le film. Même le cliché du menteur révélé, cette putain de scène de merde qui n'a aucun foutu sens, où Deadshot engueule Flag parce que ce dernier a, oh ça alors, menti à lui et à l'équipe. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que Flag ait menti? Ils s'en doutaient tous, non? Et ils oublient que Flag a toujours les nanites pour les tuer s'ils obéissent pas, ces abrutis! Si la vache, d'ailleurs, il écrit vraiment comme un ado quand il fait un script. Je n'ai pas lu beaucoup de scripts, mais même moi je sais qu'un script est écrit de façon neutre dans sa description d'une action. Pour éviter d'aller dans la facilité de comparer ce script à celui de Die Hard ou de Matrix, prenons le script de Batman v Superman pour être juste. Quand il décrit un personnage qui tire avec une arme à feu, David S. Goyer écrit « il tire ». Simple, on comprend. Quand David Ayer décrit un personnage qui tire avec une arme à feu, il écrit... Non, vraiment, je vous assure, c'est là tout le long. Il fout des onomatopées de partout. En soi, pourquoi pas, mais ton script, d'autres gens vont le lire. Les acteurs, les artisans, les réals de seconde équipe et les producteurs. Les mecs qui sont censés juger de ton professionnalisme quand tu leur envoies un script. Je veux dire, même G.I. Joe le réveil du Cobra ne fait pas ça. Et même ces descriptions sont ridicules. Le parfait endroit pour se faire poignarder ou attraper une IST. L'Enchantresse réagit au plus gros rush d'endorphine de l'histoire. Aussi rapide que Bruce Lee. Clac, gifle de pipe qui dégage le bleu de ses yeux. Deadshot, Flag, Katana, Harley, Croc, Boomerang et Diablo approchent du cratère. C'est la Suicide Squad, totalement accomplie. L'équipe est formée. La famille. La famille, c'est très important. David Ayer a écrit le script du premier film Fast and Furious, ça se voit ou pas? On est devenu une famille en italique. Ma partie préférée, c'est quand il décrit la scène où Harley est dans sa cage accrochée à des couvertures en faisant une sorte de danse artistique et il décrit ça comme, je cite, un yoga démoniaque. David Ayer est un très mauvais scénariste. Je sais que beaucoup le défendent parce qu'il a écrit le scénario de Training Day, et oui, Training Day est un très bon film, mais comme le réalisateur de Training Day, Antoine Fuqua, David Ayer n'a rien fait de bien après ça. Et je dis ça alors que j'ai bien rigolé devant son Beekeeper. Qu'il n'est pas censé être une comédie, mais bon. David Ayer et Antoine Fuqua font partie de ce genre de réalisateurs qui ont fait un ou deux bons films à leur début, puis ont enchaîné navet sur navet, genre Rob Cohen, Paul W. Sanderson ou Robin Fletcher. Je vais même dire, la quasi-totalité des films d'Ayer tournent un peu toujours autour des mêmes motifs qui ont participé à gâcher Suicide Squad. Non, c'est Geoff Johns et Warner qui ont foutu la merde en faisant du film une comédie avec des reshoots qui ont rajouté un tas de blagues. Bah, c'est marrant que vous dites ça parce que quand on compare le film et le script, on constate que c'est surtout Ayer qui a écrit les blagues dès le début. C'est populaire de dire que les reshoots et remontages du film ont servi à forcer plus de gags, car ils étaient faits dans le but de faire un film plus proche du style Marvel plus populaire à l'époque, mais en vrai c'est limite l'inverse, le film a supprimé des blagues. C'est pourquoi ça? Un casting de pom-pom girl? Qu'est-ce qui t'a vendu la mèche? Les 50 000 $ d'armes à feu de chez Gucci? Ok. On a des échanges, comme quand Killer Croc va voir Deadshot et lui dit qu'une fois de retour à Gotham, il a une liste de gens à tuer pour lui. Deadshot est genre, as-tu la moindre idée de mon prix? Et Killer Croc répond, une fois tu as tué un homme important. Tu l'as arraché le cœur et envoyé au client. Ce client, c'était moi. Je connais ton prix. Et Deadshot le regarde en mode, je pensais pas qu'il était de ce genre. Alors quoi? Killer Croc, le gros monstre cannibale qui vit dans les égouts, a engagé un tueur à gages? Avec quoi? Des crocodolars? Pourquoi il n'a pas tué lui-même? Flemme. Même l'Enchantresse, celle qui a zéro blague dans le produit final et dont le personnage n'a aucune raison d'avoir un sens de l'humour, même elle fait plus de blagues et de traits d'esprit dans le script. Fantastique, un meeting, faisons un truc fun, prenons un verre. Ne passe pas le coup de fil, mon sucre. C'est quoi l'expression? Vaut mieux régner en enfer que servir au paradis? Eh bien, mon cœur, tu vas me servir en enfer. Et je suis le pire boss que tu puisses imaginer. Chérie, j'aimerais te montrer le monde. Déjà vu, pas intéressé. Même Amanda Waller fait une blague à un moment dans le script où elle surprend Flag et le Dr Moon s'embrasser comme des ados en chaleur. J'espère que vous avez des protections. Faudrait pas que le Dr Moon donne naissance à l'Antéchrist, pas vrai? Ok, je sais que Amanda est la pire de toutes les connasses de toute l'histoire de DC Comics, mais faire des blagues sur la possession démoniaque à la principale concernée,
Waouh! Hey Lex Luthor, comment ça a été chez le coiffeur? Hey Diablo, t'as encore cramé des gosses ce matin? Hey Harley Quinn, ton ex a envoyé des fleurs. Y a pas d'acide cette fois-ci. Y a même des blagues qui sont dans le script mais coupées dans la version cinéma qui ont été sauvées dans l'extended cut. Est-ce qu'il est aussi vert que ça d'habitude? Du coup, qu'est-ce qu'ils ont ajouté dans les reshoots en fait? Difficile à dire à 100%. Genre, la scène où Deadshot négocie avec son employeur avant de tuer un mec n'est pas dans le script, mais clairement il l'avait tourné avant les reshoots, vu qu'on voit ce plan dans la première BA et le reste de la scène correspond à ce qu'a écrit Ayer. Il y a probablement eu des moments comme ça dans le tournage initial où les acteurs ont fait du ad-lib, c'est-à-dire qu'ils disent leur texte, mais rajoutent des petites blagounettes ou des réactions appropriées qui donnent plus de vie à leur personnage. Genre quand Deadshot négocie avec Waller et Flag, Will Smith, Joel Kinnaman et Ike Rabinholtz ajoutent quelques dialogues qui correspondent à leur façon de jouer leur personnage. C'est possible que ce soit un ajout durant les reshoots, tout comme c'est possible que ce soit un rajout des acteurs durant le tournage de base. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il est vrai que quelquefois ça peut être un souci. Genre dans cette scène, tu peux déjà remarquer que Kinnaman galère à pas rire devant l'improvisation amusante de Will Smith, mais surtout... T'es pas en position de parlementer. Ah, oh pardon, tu croyais que c'était à toi que je causais? Mais non, petit larbin. Je parlais à ta patronne. Mec, t'étais devant lui durant toute la discussion à distance de bisous. Tu arrives à voir que c'est Flag à qui tu parles là au moins? Dans le script, on précise bien que Deadshot se tourne vers Waller avant de négocier. Flag disant tu n'es pas en position de négocier, d'une façon suggérant qu'il ne peut pas s'empêcher d'interrompre la discussion tant Deadshot l'irrite. Mais dans le film, on oublie cette indication et on met les deux acteurs face à face, donc clairement, il s'adresse à lui et pas à Waller. La phrase n'a plus de sens à cause de cette direction d'acteur. Ça peut être David Ayer qui a oublié son propre script pour laisser Will Smith improviser, ou bien un réalisateur de seconde équipe qui a tourné la scène comme ça mais n'a pas trop bien vérifié ses notes. Dans tous les cas, c'est raté et ça date d'avant les reshoots, car on peut voir des plans de cette même séquence dans les BA qui datent d'avant les reshoots. Et même la façon de jouer d'Ike Rabinholtz n'a rien à voir avec le personnage du script qui est décrit comme cruel avec ses prisonniers, mais facilement effrayé quand quelque chose tourne pas rond. Rabinholtz le joue de façon en colère. Mon colonel, je signale que c'est exactement ça que j'appréhendais. Si ce type me descend, je veux que vous le butiez. Et que vous effaciez l'historique de mon navigateur. Mais dans le script, il est censé être effrayé, tétanisé. En soi, ça passe, ça change pas grand chose. Mais la scène où il donne discrètement un téléphone à Harley parce que le Joker le fait chanter... Tu l'as tellement dans le cul. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Non mais lâchez-moi, Harley! Ça veut dire quoi ça? Oui, alors déjà, ni dans le script, ni dans le film lui-même, on voit ce qui lui arrive à la fin. C'est un setup sans payoff. Mais dans le script, il ne répond rien. Il reste muet, blanc de peur, en voyant Harley être embarqué. Le faire gueuler est débile parce que dis-le plus fort que tu bosses pour le Joker, tes collègues de travail ne l'ont pas tous entendu. Au-delà de ça, la scène est telle quelle dans le script. Donc oui, je pense que c'est un rajout durant le tournage initial, pas un rajout des reshoots. Donc un rajout en accord avec David Ayer ou son réalisateur de seconde équipe, c'est possible aussi. Parce que le film était déjà bourré de défauts avant même les reshoots. Pire, les reshoots ont essayé de corriger les défauts du script. Bon, il y a des rajouts qui sont nuls à chier. Oui, la playlist, comme expliqué, ne marche pas. Mais en plus, il force tellement un maximum de chansons que dans les 4 premières minutes de film, on a 3 chansons qui s'enchaînent. David Ayer aurait sûrement mis des chansons préexistantes aussi, mais probablement moins, et vu les chansons dans ses autres films, il aurait sûrement mis une playlist plus rap urbain gangsta qui aurait pu se coller autour du film. Le montage abuse de pas mal effets Photoshop pas mal dégueulasses et cache-misère. Le pire exemple de ça est la mort du personnage de Common. C'est ta meuf, Joker. Exact. Ouais. Non, Gilles. Pire montage ever. Dans le script, Common se tire une balle dans la tête lui-même. Le Joker avait remarqué qu'il battait Harley, donc il a fait son petit ami toxique en le poussant à la prendre, voire à la tuer, alors que Common voulait éviter de chercher la merde avec le Joker. Et il conclut que le choix le moins regrettable était qu'il meure maintenant, plutôt que de laisser le Joker décider de comment il se vengerait de cet affront. Et du coup, le film supprime le suicide dans Suicide Squad. Ironique. Aussi, les scènes avec le Joker ont quasi rien à voir en termes de dialogue. Genre, dans la version cinéma, il y a qu'une seule scène où les dialogues sont respectés, et dans la version longue, seulement 3. Mais difficile à dire si c'est les reshoots qui ont fait ça, ou Jared Leto qui a envoyé chier le script pour improviser tout le long, car il se prend trop pour le Joker. Ce qui serait peu étonnant vu les pailles du mec. Et serait cohérent avec le fait que ces scènes où il ne suit pas le script sont dans les BA datant d'avant les reshoots. Et ils ont supprimé l'élément où le script est indéniablement meilleur que le produit final, la scène
ou Katana sert à quelque chose. Son fameux katana qui sert à emprisonner les âmes, devinez quoi? Ça servait dans le script, vu que c'est avec ça que Katana bute Incubus, en emprisonnant son âme dans son épée. Ce qui... Bah oui, c'est logique. La squad combat des esprits démoniaques d'un ancien temps qui possèdent des hôtes. Donc évidemment qu'il faut utiliser une arme capable d'aspirer une âme. Bon après, un mal pour un bien, hein, car une autre scène qu'ils ont enlevée, c'est un moment où l'enchanteresse attaque Katana avec des tentacules qui entrent en elle pour prendre possession d'elle et en faire un obstacle supplémentaire durant le climax. Le fait que ça arrive au seul personnage féminin et asiatique du groupe, ouais, c'est très tendancieux, ils ont bien fait de virer. C'est quoi ça? On sait de source sûre que le running gag de Captain Boomerang avec sa peluche de licorne a été rajouté durant les reshoots. Un ajout là uniquement parce que... Deadpool. Copieur! Attends, tu m'as fait venir dans ta vidéo de merde juste pour ça? Ta gueule, Wade! Mais ce gag devient aussi une opportunité manquée avec la scène où Boomerang se prend un coup mortel et se fait sauver in extremis, pas par la peluche qu'il avait sous le manteau, mais par une liasse de billets qu'il a volé en chemin. Le script avait mis en place un running gag de Captain Boomerang qui vole tout ce qu'il croise, de whisky dans une vitrine, la Rolex sur un des démons, et bien sûr, la liasse de billets. Donc, ils ont remplacé une moitié de running gag par une autre moitié de running gag, faisant un choc entre les deux moitiés de running gag qui n'ont plus aucun sens et donc annulent toute blague. Quelle est la différence entre un hibou et une corde? Mon cul. Un autre changement nul est ce que l'enchanteresse fabrique durant ce film. Dans le film, elle construit une machine qui va détruire le monde, servant d'enjeu et de compte à rebours artificiel. Mais dans le script, elle invoque son père. Nous allons partager ton pouvoir pour que je puisse ramener notre père ici. Père? Mais il va détruire ce monde! C'est un merdier, on s'en fout. Il va nous en faire un autre. Et le cataclysme qu'elle provoque pour invoquer le fameux père est décrit comme un gigantesque anneau fait d'eau, de véhicules et d'ordures circule dans le ciel, suspendu par un grand pouvoir. Ouais, ce film à la base ne plagiait pas pour la milliardième fois le fameux cliché du portail dans le ciel qui était populaire après Avengers, non! Il plagiait littéralement l'imagerie de la machine de terraformage de Man of Steel. Imagination! Ils ont même gardé la phrase improvisée par Will Smith qui correspond clairement à la description du script plus que ce à quoi on voit dans le film. On va aller se jeter dans le tourbillon de détritus là-haut. Deadshot? Est-ce que t'as besoin de lunettes? Parce que c'est un peu chiant pour ton boulot, non? Et en autre ajout qui est nul, ou bien selon votre point de vue, Batman qui arrête Deadshot. C'est fini, Deadshot. J'ai pas envie de faire ça devant ta fille. Cette scène ne marche pas du tout. Genre, même avant que Batman arrive, la scène est nulle avec la fille qui dit « Je sais que t'es un serial killer, mais je t'aime quand même !» Mais quand il arrive et dit ne pas vouloir faire ça devant sa fille, Batou, si t'y croyais vraiment, tu aurais traqué Deadshot jusqu'à ce qu'il ramène sa gamine chez elle et tu l'aurais arrêté après. Et justement, dans le script, la situation est inversée, et donc a plus de sens, car c'est Deadshot qui demande à ne pas faire ça devant sa fille, et même reste figé quand il sent la main de Batman sur lui. Maintenant? Ici? Je suis avec ma fille. Regarde-la bien. Quand tu la reverras, elle aura des cheveux gris. Oui, on a le Batman style Punisher qui est cruel avec ses ennemis, ce qui est cohérent avec comment on le voyait dans Batman v Superman. Bien que le fait que Batman tue dans cet univers-là, ça fait poser la question... Comment Deadshot, Harley Quinn, Joker et Killer Croc sont toujours en vie? Comment on a pu avoir une Suicide Squad composée à moitié de méchants de Batman si Batman tue ses ennemis? C'est un peu la raison pour laquelle c'est complètement con d'avoir fait un Batman qui tue dans cet univers. Parce que du coup, tu te poses la question, pourquoi tous ses ennemis sont toujours en vie? Même si je comprends totalement que les gens détestent cet aspect de Batman, c'est au moins plus cohérent avec ce qu'on sait de ce personnage dans cet univers et la scène. Et on n'a pas la gamine qui s'interpose entre son père et Batman avec ce dernier qui laisse la gamine servir de bouclier humain. Parce qu'on sait à quel point Bruce kiffe les scènes avec un gosse, un papa, un flingue et une ruelle. Nul à chier ce passage. Deadshot insiste à nouveau pour ne pas se battre devant sa fille dans le script, se rend, et Batman pense à nouveau à Martha et accepte, avant d'accrocher Deadshot par le cou à une lampadaire avec un câble de fer et disparaître. Sachant que c'est le Deadshot noir joué par Will Smith, c'est un peu limite ce que tu viens de faire, Bat. Batman, c'est un facho. Malheureusement, on ne montre pas le moment embarrassant où Deadshot est accroché comme un con à attendre que la police arrive, et la gamine qui est toujours là, traumatisée, ne sachant pas quoi dire. Au montage, ils ont rajouté une partie de la mission ratée de Flag pour arrêter Incubus avec Enchantress avant que la Suicide Squad n'arrive, ce qui fout en l'air la fluidité des scènes. Parce qu'on montre ça après que les mecs aillent chercher la Suicide Squad, et avant que tout le monde se réunisse à l'installation militaire.
Donc, pourquoi ramener la Suicide Squad si vous tentez déjà un autre plan sans eux? Et bien sûr, ça rend redondant le moment où on fait un flashback de cette mission ratée. Genre, tu nous as juste caché le moment où elle piège Flag jusque-là. Mais on savait déjà qu'elle avait fait. C'est même la raison pour laquelle cette mission a été initiée, parce qu'elle a trahi tout le monde. C'est nul à chier comme tentative de twist dans le script déjà de base, mais c'est pire à mener comme ça. Ils ont aussi changé tout le climax, ce qui du coup amène à un autre dialogue atroce du film. Elle a plus son cœur, on peut en finir. Merci Flag, j'ai des yeux. Bon, Deadshot, je me pose la question, Mais aussi tout un tas de faux raccords, ainsi que la suppression, comme expliqué, de l'intérêt de Katana, en faisant tuer Incubus avec une bombe à la con, alors que le machin peut se régénérer. Donc... pourquoi ça l'a tué? Et l'échec thématique total de Deadshot qui affronte une vision de sa fille qui lui dit de ne pas tirer, généré par l'Enchantress qui essaye de sauver son plan de destruction du monde, qui se finit par Deadshot qui ignore la vision pour tirer. Ça laisse entendre l'accomplissement d'un arc par rapport à la scène où sa fille l'a empêché de tirer sur Batman, mais... du coup, ça suggère que Deadshot aurait dû tirer cette nuit-là? Que son erreur est de ne pas avoir tiré sur Batman et sa propre fille? Bien sûr, l'idée est surtout qu'il se laisse pas faire par la vision de sa fille, mais dans ce cas... fallait créer un autre parallèle au lieu de créer cette confusion thématique. Mais au-delà de ça, je suis désolé de vous le dire, mais les reshoots ont pas mal amélioré le film en vrai. Dans les deux versions, le début du film est très mal pensé, mais le script est pire. On commence sur Jude Moore qui découvre la caverne cachée de l'Enchantress et se fait posséder par cette dernière, puis cut sur le Joker qui fait la séance d'électrochoc sur Harley, puis Harley en prison, ce qui enchaîne à Deadshot en prison, qui à son tour a un flashback sur un précédent boulot, et enfin, on arrive à la scène qui aurait dû être la première scène du film, Amanda Waller au restaurant avec des généraux. Dans le film, c'est moins nul mais toujours nul, car on commence sur Deadshot en prison qui défie le garde, puis Harley qui défie le garde et cut bizarre sur la scène dégueu de l'alimentation nasale forcée sur Harley, qui était plus loin dans le script mais quand même inutile. Et après, on arrive sur Amanda Waller au restaurant. Je ne sais pas pourquoi ailleurs insiste pour commencer le film en cellule avec des scènes inutiles qui ne disent rien sur ses personnages que les scènes suivantes ne répètent pas déjà. Au lieu de commencer avec celle qui provoque tout le scénario, à savoir Amanda Waller. Ce serait pas la meilleure intro du monde, mais c'est logique de commencer par ça. La scène du restaurant a été entièrement retournée, ça se voit au fait que le script n'a rien à voir et réarrange quelques dialogues, genre le fameux... disons que je l'ai flanqué dans un trou et que j'ai jeté le trou. Dans le script, elle parle de Diablo, mais dans le film, elle parle de Deadshot. Mais ça se voit aussi qu'entre la scène dans la première BA et la scène du film, on a carrément changé de restaurant. Je suppose qu'ils ont pas pu retourner au même restaurant parce qu'il était plus dispo, il a fermé ou des conneries comme ça, ou qu'ils ont remarqué que c'est con que ces gens aussi importants se rencontrent dans un steakhouse normal et pas dans un grand restaurant de luxe où ils ont tout l'établissement que pour eux. C'est censé être une réunion top secrète leur truc quoi. Même le petit rajout d'Amanda Waller qui arrive au resto, voit un mec vendre les t-shirts de Superman, et même la petite narration, qui ne revient pas du reste du film d'ailleurs, sert à mettre en place la situation de ce monde post-mort de Superman qui amène à la création de cette Suicide Squad. Dans le script, elle ne parle que de Diablo et Enchantress, ainsi que de leurs super pouvoirs. Mais les gens qui ont fait les reshoots ont eu l'intelligence d'utiliser ce passage pour faire une présentation complète de tous les membres de la Suicide Squad, compris avec les flashbacks de leurs origines et ou de leur arrestation. La scène où Captain Boomerang se fait arrêter par un criminel encore pire n'était d'ailleurs pas du tout dans le script. Et ce changement était une bien meilleure idée. C'est très artificiel la façon dont elle en parle, pas toutes les présentations ont eu le même niveau de soin, genre la présentation de Killer Croc recycle même des passages de la scène où il parle avec Rick Flag qui arrive bien plus tard dans le film, et c'est rigolo d'imaginer l'un des généraux dire « Amanda, fous pas ton dossier pendant qu'on mange! On va foutre de la sauce et des miettes dans tes papiers là !» Plus merci de me rappeler que le Joker a une vie sexuelle, ça coupe pas du tout mon appétit hein. Dans le script, on ne comprend pas trop à quoi sert cette scène, surtout comparé au passage suivant où elle présente son projet au Pentagone. Ça fait répétitif pour rien. Dans le film, on comprend le sens narratif du passage au restaurant. Présenter les membres, et ça suffit. Mais surtout, les flashbacks sont bien mieux organisés comme ça. David d'ailleurs est vraiment nul à chier pour savoir où placer ses flashbacks dans un script. Parce que sans la base d'Amanda Waller qui présente son projet, les flashbacks sont un peu éparpillés de façon random dans toute la première moitié du script. Les origines d'Enchantress, d'Harley et une mission banale de Deadshot dès le début du film, ça fait déjà tâche de les mettre là. Mais c'est pire après. Genre mettre les flashbacks de Command, puis de Diablo quand il était encore, je cite, pisse sur ta tombe maléfique, et de Deadshot arrêté par Batman entre deux scènes d'Amanda Waller, le tout sans réelle accroche ou transition fluide, juste chacun son tour. Ou encore mettre le flashback de la course-poursuite entre Joker et Batman, entre la présentation de l'Enchantress au Pentagone, et la scène où Flag et Waller arrivent à Belle Rive.
Ça fait vraiment aléatoire. T'as même un flashback de Killer Croc qui se fait arrêter par Batman au milieu du moment où les soldats viennent le récupérer dans sa cellule. Flashback inutile d'ailleurs, car ça dit juste « je t'arrête parce que t'es méchant ». En autre changement, le script gardait Diablo en vie à la fin du film. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, pourquoi pas, mais du coup ça manque de mort dans cette soi-disant mission suicide. Donc je comprends qu'ils lui ont donné un sacrifice héroïque pour vaincre Incubus finalement. Bon, encore une fois, le tuer avec une bombe, ça paraît bizarre, surtout qu'ils ont l'air d'être tous les deux assez solides pour y survivre. Mais au moins, un membre de l'équipe auquel on était censé s'attacher est mort durant la mission. C'est mieux que juste buter Slipknot, hein. Le personnage que tout le monde a capté qu'il allait mourir en premier dès sa première scène. Voilà Slipknot, l'homme qui escalade tout ce qu'il veut. Super, t'as engagé Inoxtag pour combattre des aliens de la puissance de Superman. T'aurais peut-être dû prendre un bouclier humain un peu plus large en fait. Les idées graphiques durant les présentations des membres de l'équipe, la séquence logo d'ouverture et le générique de fin sont clairement un rajout dû à un changement total de la charte graphique du film et de sa campagne promotionnelle. Et ça passe ou ça casse selon les goûts, mais ça reste l'une des idées visuelles les plus marquantes, créatives et divertissantes du film. Bon, un peu trop, hein, parce que en soi on s'en fout un peu du record de golf de Flag, mais bon, ce style assez fan, donc c'était clairement un bon ajout, et ça change du ton grisâtre Call of Duty-esque chiant du reste du film. Ils ont aussi supprimé d'autres trucs gênants, comme le fait que le Joker serait pieds nus dans la quasi-totalité de ces scènes, qui est un étrange détail sur lequel insister, ou encore la scène où le Joker surprend un juge en se mettant dans son lit. Ouais, non, Jared Leto dans ton lit, c'est le nouveau monstre de paralysie du sommeil, hein. Et comme expliqué, ils ont supprimé toutes les phrases bizarres de l'Enchantresse qui collent pas du tout à son style de sorcière d'une autre époque. Bon, apparemment, ils ont quand même rajouté celui-là. T'auras jamais les couilles. Et ils ont aussi rajouté, croyez-le ou non, un arc. Oui, je sais, c'est bizarre que entre le réalisateur qui a eu une vision et les producteurs mercantiles, ce sont les producteurs mercantiles qui ont vu l'importance de mettre des développements de personnages dans une histoire. C'est peut-être la seule bonne leçon qu'ils ont appris du succès de leurs concurrents là en fait. Ils ont tenté de donner à Deadshot un arc de rédemption, notamment avec ces deux passages où Flag se fait attaquer par des démons, et Deadshot donne l'ordre au reste de la Suicide Squad de le sauver, sinon ils meurent tous. Et... pourquoi c'était pas là de base du coup? T'as des rares moments où l'équipe agit comme une équipe au lieu de bourriner tout ce qu'il y a à porter. C'était pas grand chose, hein, et les personnages ont toujours zéro alchimie, mais c'est mieux que rien quoi. Et dans la foulée, ils ont viré les pires moments de propagande militaire du script. Ouais, David Ayer est un gros bandeur de l'armée, et ça se voit dans le reste de sa filmographie, mais en plus on confirme que c'est le succès de son film militaire Fury qui lui a donné l'opportunité d'être sur Suicide Squad. Et quand on voit comment Man of Steel était déjà pas mal propagande militaire, même financé par l'armée américaine, ça montre que vraiment DC et Warner voulaient faire un MCU patriotique. Et ça se voit aussi à la façon dont Ayer essaye péniblement de faire de Rick Flag le vrai héros du film. Ce qui est pire dans le script où il a des dialogues du style « Ton âme est en jeu. Je n'ai pas d'âme. L'armée ne m'en a jamais fourni une. » Et c'est justement pour ça que t'es chiant, Rick. Mais ça se voit aussi dans le fait qu'il n'a rien compris au concept de Suicide Squad. C'est censé être un commando sacrifiable pour des opérations top secrètes qui sert à couvrir les conneries du gouvernement. Pas une équipe de super-héros censés mener des opérations de sauvetage au nom de l'oncle Sam, des pères fondateurs et des pigargues. Dans ce film, et encore plus dans le script, la Suicide Squad est juste une troupe de super soldats, rendant le choix d'Amanda Waller de prendre des criminels et des fous encore plus débiles. Elle pouvait recruter d'autres gens plus fiables pour ça, genre Katana, ou Deathstroke comme elle le fait dans My Adventure with Superman, ou la Justice Society qu'elle dirige dans Black Adam, ou les super-héros dont on confirme qu'elle a un dossier dans la scène post-générique mais qu'elle n'utilise jamais. Vous êtes la plus stupide de toutes les personnes intelligentes que j'ai rencontrées de ma vie. Merci. D'ailleurs, le film glorifie beaucoup trop Amanda Waller. Il a beau la montrer comme une connasse froide sans remords qui tue ses propres hommes quand ils la ralentissent, mais il laisse quand même conclure qu'elle avait raison avec son projet de Suicide Squad. Avouez-le, Rick. J'ai eu raison. Des centaines de milliers de morts innocentes supposées sont arrivées car t'as trop fait Jojo avec l'esprit démoniaque d'une sorcière millénaire. Ferme ta gueule pour toujours, Amanda. Ou encore le fait que même quand elle fait un truc horrible ou menace nos héros, le film comme le script fait commenter au personnage, elle est trop cool. Une fois Kaira, je le trouve canon. Et je vous juge pas, j'en ai enterré des bavures moi aussi. Mais le script insiste aussi beaucoup plus sur la présence des autres soldats qui accompagnent Flag, notamment GQ, joué par le fils de Clint Eastwood, dont la plupart des scènes ont été raccourcies, notamment un passage où lui et Killer Croc deviennent frères d'armes. Et oui, ce personnage est quasi invisible dans la version finale. C'est pareil pour l'homme de main du Joker qui essaye d'être Bob dans le film de Burton, mais avec rien du tout.
Vous n'aviez même pas capté que ce personnage était présent dans toutes les scènes avec le Joker, pas vrai? On a aussi la scène de briefing au Pentagone qui a des choix de mots plus spécifiques dans le script. Vous vous souvenez d'Al-Qaïda? Avec une faute. Quelques-uns d'entre vous ne s'en souviennent probablement pas. Nous avons envoyé assez de séguides, de linguistes, d'analyses et de drones sur eux. Problème résolu. Maintenant, nous avons les méta-humains. Vous avez bombardé l'Afghanistan avec des linguistes et des analystes? Imaginez que Superman ait décidé de fondre sur la Maison Blanche pour en arracher le toit et kidnapper le président des États-Unis dans son bureau ovale. Qui aurait pu l'en empêcher? On a des plans d'urgence en cas d'attaque nucléaire nord-coréenne. D'anthrax dans notre courrier. On met du fluor dans l'eau. Mais qu'a-t-on prévu si le prochain Superman s'adonne au terrorisme? Le script n'emploie pas le mot terroriste, mais djihadiste. Outre le fait que ça rend le truc particulièrement islamophobe, ce qui, de la part de David Ayer, ce ne serait pas étonnant, vu à quel point il insiste sur sa peur des Mexicains dans le reste de sa filmographie, alors les Arabes, je n'ose pas imaginer, mais aussi... C'est complètement con! Tu t'inquiètes encore des djihadistes dans le même univers où la Terre a failli se faire terraformer par une grosse machine alien? Où la planète a failli être ravagée par un monstre de l'apocalypse? Je suis désolé de te le dire, hein, mais les priorités ont un peu changé, là. C'est complètement débile d'encore craindre les djihadistes à l'époque des méta-humains. Aussi, je vois pas ce que l'univers de Superman a gagné en canonisant Ben Laden dans un monde où il y a déjà Lex Luthor et Darkseid. Mais le pire moment de propagande militaire, c'est quand Flag convainc la Suicide Squad dans le bar. Dans le film, il explique que la nana qui détruit le monde est sa copine et qu'il a gardé les lettres de la fille de Deadshot sur lui pour lui donner plus tard. Donc il se pardonne avec des violons et des bons sentiments, et c'est ce qui permet de continuer l'arc de Deadshot qui a été mis en place plus tôt. Dans le script, qu'est-ce qui les convainc? Je n'ai plus beaucoup de munitions et de tireurs, mais j'y vais quand même. J'ignore jusqu'où je pourrais aller. Mais nous allons essayer, moi et les gars. Ce sont des bons gars. Qui de mieux de mourir avec? Flag est tellement une créature différente. Un soldat, un homme d'honneur, de devoir. J'ai donné ma vie à la machine, juré mon allégeance. Et ma tribu, ces hommes dehors, ont fait la même chose. Je mourrai pour eux, et eux pour moi. Pourrais-tu mourir pour elle? Ou lui? Ou lui? Alors qui veut rentrer à la maison? Et qui veut venir avec moi? Enlever cette merde était une très bonne chose. Car vraiment, c'est plus cohérent que la Suicide Squad décide d'aider, pas par patriotisme, mais par attachement pour leur équipe. Et la chance de devenir une meilleure personne pour les gens qu'ils aiment ou ont aimé. Je veux dire, qu'est-ce que Harley Quinn ou Killer Croc ont quelque chose à foutre des GI ou de l'Amérique? Surtout Captain Boomerang, il est australien! Le but de la Suicide Squad, narrativement, est de montrer que les décideurs machiavéliques du gouvernement sont encore plus monstrueux que les crapules de la Suicide Squad. Pas que ces personnages sont des chiens sauvages qui ont besoin d'un maître qui sait les mater. James Gunn a lui-même compris que ce ne sont pas des soldats, ce sont des parias et des contestataires. Et s'ils doivent faire le bien, ça doit être contre l'ordre de Waller, pas sous le sien. La version film ne marche pas non plus, car les personnages et leurs relations sont très mal développés, et quand on sait que c'est un arc de rédemption rajouté en reshoot, évidemment que ce n'est pas très bien développé, et au moins c'est juste nul. Ce n'est pas nul et puant de propagande militaire. Et on en vient à l'élément qui m'intéressait le plus dans cette fameuse Ayer Cut. Harley Quinn. Spoiler, c'est de la merde. La sexualisation abusive d'Harley est bien pire dans le script, surtout avec des descriptions à base de « Elle est sacrément folle, mais aussi putain de hot. Harley fait sa marche sexy. Elle lèche ses lèvres. Sexy. » La scène où elle se change, elle est en sous-vêtements plus longtemps dans le script, et même Killer Croc la boit. Toutes les scènes la résumant à l'objet de désir du Joker sont toujours dans le script, et vous voyez la scène où Deadshot et Harley parlent de l'amour? Ça t'est déjà arrivé d'être amoureux? Non. Jamais. Mon curé. On peut pas tuer autant de gens que moi et avoir d'excellentes nuits de sommeil si on ressent des trucs du genre amour. Encore un cas d'école de sociopathe. Eh bien dans le script, elle agresse sexuellement Deadshot en touchant son torse, l'embrassant, et même, je ne déconne pas, commence à lui défaire le pantalon. Non merci madame. Ouais, la meuf voulait baiser Deadshot dans les escaliers d'un immeuble rempli de démons avec leur équipe à un étage au-dessus. Je suppose que ça devait être l'élément qui aurait justifié pourquoi Deadshot ne tue pas Harley quand elle s'évade avec le Joker, mais clairement, ils n'ont aucune réelle relation. Ils ont zéro alchimie, donc si c'est une tentative de romance, c'est nul à chier et gratuit. Je précise d'ailleurs que le problème, ce n'est pas de rendre Harley Quinn sexy. Non, parce que voilà, Harley Quinn est sexy. Seulement, selon la façon dont tu la gères, c'est peut-être un symbole de sexualité positive, surtout dans sa période post-Joker, et même dans le dessin animé dont elle est originaire, elle avait ses moments sexy, ses blagues de cul. Tu as oublié la révision de ton Harley? Vroom, vroom.
mais elle était sexy quand elle voulait l'être. Là, elle est sexy tout le temps et couche avec n'importe qui parce que c'est écrit par un mec hétéro-cis qui a déjà tendance à résumer ses personnages féminins à des objets de désir et qui donc va devenir encore plus gênant quand on lui confie un personnage qui a fait fantasmer une génération de mecs. Et oui, c'est David Ayer qui a écrit ce dialogue. Je couche où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Et il fait pareil avec l'enchanteresse qui est aussi sexualisée dans le script, et ce de façon ridicule. Elle sourit avec son meilleur... Elle sourit avec son... meilleur sourire, baise-moi, et glisse sa jupe et montre ses cuisses couvertes de suie et de tatous, mais tout de même tentant. Je suis à toi, imagine ça. Mais pour en revenir à Harley, sa relation avec le Joker dans le script est... bizarre. Dans le produit final, Joker est clairement obsédé par Harley. C'est un peu montré comme une relation romantique, bien qu'il ne cache jamais que c'est ultra fucked up et toxique. Les fans avaient critiqué ça, car tout le truc de cette relation dans les origines du personnage d'Harley Quinn est que Joker n'aimait pas Harley. Il aime avoir une associée qui lui obéit, rigole à ses blagues et pète la gueule de ses ennemis, mais il ne l'aime pas, la frappant et l'insultant très régulièrement, la remplaçant même par une autre Harley Quinn à certains moments. En soi, ce changement ne me gêne pas, car c'est une autre interprétation qui aurait pu être intéressante. Et encore une fois, ça ne cache pas que c'est une relation toxique de toute façon. Mais dans le script, encore une fois, c'est très étrange parce que le Joker ne peut pas se passer de Harley Quinn et en même temps, il ne la supporte pas. La scène de la séance d'électrochoc, le script insiste que Joker se venge de la psychiatre. On voit un bout de ce passage dans la version longue du film. Je vous ai aidé. J'ai fait tout ce que vous vouliez. Ton aide, ça a été d'effacer ma mémoire en décortiquant les souvenirs fanés qu'il me restait encore. Tu m'as enfoncé dans un trou noir de rage et de désarroi. Est-ce là la médecine que vous pratiquez, Dr. Quinzel? Sa main pâle présente une balle en caoutchouc. Il place son ongle du petit doigt, long et coupant, sur ses lèvres. Maintenant, laisse-moi t'aider dans ce même trou noir. Ouvre bien, poupée, et mords fort. Je ne voudrais surtout pas que tu te casses tes blanches couronnes en céramique lorsque le coup de jus va te claquer la cervelle. Anamatopée de très bon goût, David, surtout dans le contexte d'une scène d'électrochoc qui est un petit peu codifiée comme un viol et de la violence conjugale. Dans le script, Harley supplie, pleure et est décrite comme amoureuse du Joker, même quand il lui fait mal, et que ce dernier cherche clairement à se débarrasser d'elle. Ça n'aurait jamais marché. Elle a essayé de me réparer. Le film a refait ce passage, probablement même durant le tournage initial, pour qu'Harley défie le Joker comme si c'était un jeu pour eux. Vous croyez ça? Je suis une dure à cuire. Dans la scène où Command se tue, dans le script, Harley essaye d'embrasser Joker, mais il est en colère et la blâme pour la mort du mec qui lui rapportait beaucoup de sous. Ça laisse suggérer que ce Joker allait être le Joker qui traite mal sa copine, comme à l'origine du personnage d'Harley, mais il vient de pousser au suicide un mec qui reluquait sa copine. Si le but était de faire du Joker un copain jaloux et abusif, ou un copain négligent qui supporte pas que d'autres mecs s'intéressent à elle, ouais, pourquoi pas? Mais ça ne marche pas avec ce qui suit. La scène de la course-poursuite en voiture. Joker continue d'en vouloir à Harley de lui coûter en homme, mais comme elle dit... Peut-être que tu devrais arrêter de les tuer. Je détesterais travailler pour toi. Je parie que ta couverture santé est nulle. Excuse-moi, tu les provoques, avec ton besoin constant de me tester, causant cette situation. Eh bien, je ne reste pas à la maison la nuit. Tu me fais mal au dos. Je ne veux plus faire ça. Je vais foncer dans un mur. Il écrase le champignon. Clic. Harley enlève sa ceinture, le mettant au défi. J'espère que t'es assuré. Ok, donc c'est ça le truc? C'est juste un jeu pour eux? Ce sont juste deux tarés qui poussent l'un l'autre à faire le pire? Ben non, ça ne marche pas vu qu'elle est en position de servitude, d'inquiétude sincère et de victime dans d'autres scènes. Plus tard dans le film, le Joker en fait venir le scientifique derrière les bombes nanites pour qu'il désactive celui d'Harley. Ce bidouillage a eu l'effet inverse sur le reste de la Suicide Squad, leur bombe s'apprêtant à exploser dans 5 minutes. Mais bien sûr, Joker s'en fout. Qui sont ces gens de toute façon? Harley s'apprête à faire un câlin au Joker en arrivant dans l'hélico, mais Joker la tient à distance, clairement en colère d'avoir dû la libérer, alors que bah si ça t'énerve à ce point, bah ouais, pourquoi être venu la libérer et faire tout ça? Et là vous vous dites, ok, c'est le moment où Harley se rebelle vraiment contre le Joker, car il s'apprête à tuer ses amis de la Suicide Squad. Nope, elle a même pas capté que la squad va crever là en fait. Hélico se fait attaquer, et là, le Joker largue Harley dans les deux sens du terme. Peut-être qu'on devrait sortir avec d'autres personnes. Dans le film, il était clairement content de la revoir et avait hâte de rentrer avec elle. Tu sais bien que je ferai tout pour toi.
D'ailleurs, j'ai mis du jus de raisin au frais et une peau d'ours bien au chaud. Et quand il est coincé dans l'hélico tandis que Harley tombe, il est clairement pas content de la perdre à nouveau. La mort de l'équipage implique la destruction de l'appareil du docteur, donc le reste de la Suicide Squad est sauvé alors que Deadshot priait persuadé de mourir. Ah oui, élément qui a totalement disparu dans le produit final, Deadshot, il était pas mal chrétien dans le script. Il y a même un petit moment où il embrasse la croix qu'il a autour du cou avant d'affronter les démons. Gimmick amusante, mais pas une grande perte et ça compense pas son manque de personnalité dans le script. On confirme très tôt que le Joker est vivant en le montrant sortir des décombres, au lieu de garder le mystère jusqu'à la fin du film. Le Joker intervient dans le climax parce que, je ne déconne pas, Deadshot a piqué le téléphone d'Harley quand elle le regardait pas et lui a dit de venir la retrouver là où se trouve l'Enchantresse. Pourquoi ? Joker s'apprête à faire exploser les bombes au cou de la Suicide Squad pour aider l'Enchantresse parce que c'est le Joker, il kiffe détruire le monde. Harley n'aime pas que le Joker s'apprête à tuer son équipe avec qui elle a zéro alchimie et se retourne contre lui. Ne me manque pas de respect devant mes amis. Elle balance le katana de Katana dans le bide de l'Enchantresse qui repère son cœur et se transforme alors en gros boss de fin que Diablo peut cramer. C'est la dernière fois que tu me désobéis. La dernière fois, donc ça implique que même dans ce moment où elle se rebelle contre le Joker, ça n'a rien de nouveau dans leur relation. Et ça a l'air d'encore faire partie de leur jeu de couple fuck-top là. Mais du coup, c'est même pas un accomplissement de personnage, c'est juste eux qui font ce qu'ils ont toujours fait. Joker s'apprête à tuer Harley, mais Joker s'enfuit quand Deadshot s'apprête à intervenir. Et après le climax, Harley embrasse à nouveau Deadshot, ils retournent tous en prison parce que Waller est une connasse, et on revoit le Joker dans la toute dernière scène du film où il attaque la prison, pas pour sauver Harley, mais pour la tuer. Le film s'arrêtant au moment où il met son arme sur son front et sourit le sourire. Yep, la dernière scène du film, c'est le Joker qui s'apprête à tuer Harley, et Harley qui est coincée. C'est donc ça, la fameuse histoire de l'émancipation d'Harley Quinn. Tu n'avais qu'une seule chose à faire. Une seule. Harley ne s'émancipe pas. Ils sont un couple dysfonctionnel tout le long, dont les motivations ne sont pas claires, et ça se finit sur Harley qui se fait probablement tuer. Son émancipation s'arrête à se taper un autre mal alpha. Mal alpha qui la manipule pour la mener à se retourner contre Joker. Pourquoi DC Comics insistait tant pour faire de Deadshot et Harley Quinn un couple? Qui veut voir Deadshot et Harley Quinn en couple? Sans déconner, c'est le chip à qui ça? En fait, j'ai une meilleure question. Pourquoi DC Comics insiste tant pour faire de Suicide Squad un truc populaire? Bon oui, niveau marketing, l'équipe hétéroclite d'anti-héros un peu loser, bien sûr, je comprends. Mais DC a d'autres équipes de super-héros ou de super-anti-héros qui auraient pu mieux marcher avec la façon de garder la galaxie que la Suicide Squad essayait de faire, même si vous voulez vraiment Harley Quinn. C'est un problème qui date de bien avant le film. Ça date aussi des comics de la période des New 52, qui sert de base pour tout le Snyderverse, et qui fut très critiqué par les fans, qui n'ont pas aimé comment ils ont traité le personnage d'Harley Quinn, rendu Amanda Waller sexy, et fait du dark edgy gore forcé que les fans de comics ont vite détesté, quand tous les comics du moment le faisaient à l'époque. Surtout que finalement, tout ce qui est Suicide Squad durant ces dernières années, c'est surtout Harley Quinn et les autres connards, car c'est elle la vraie star des récentes itérations de Suicide Squad. Donc, tant qu'à faire, laissez tomber la Suicide Squad et faites directement Harley Quinn. Ça a l'air de mieux marcher avec la série. Je veux dire, merde, c'était le 3e film de leur univers cinématographique. C'était plus prioritaire de faire un film sur eux que sur Flash, Aquaman, Wonder Woman et la Justice League. C'est débile! La Suicide Squad repose sur l'existence d'un univers bien établi où les super-héros sont banalisés. Mais ce film-là était au début de cet univers, et donc à un stade où le monde s'habitue encore au méta-humain. James Gunn avait compris ça aussi en mettant un scénario dans son Suicide Squad pour comprendre que ce n'est pas notre monde. C'est un autre monde habitué aux super-héros comme les indestructibles. Et ces héros ne sont pas les élus qui vont sauver le monde, mais une équipe de rebut d'un monde plus riche. C'est possible de faire de bonnes histoires sur la Suicide Squad, mais pas comme ils ont essayé de faire dans ce film, dans les comics ou dans le jeu vidéo où c'est juste une équipe de Black Ops qui sauve le monde en obéissant au gouvernement américain. La Suicide Squad doit être, en mon sens, soit des antagonistes, soit une équipe de salopards qui finit par s'entre-dévorer comme dans Batman Assault on Arkham, soit une équipe de contestataires qui finissent par se retourner contre leur maître comme The Suicide Squad. Parce que j'ai beau me plaindre de l'écriture nulle à chier de David Ayer, mais le problème c'est pas réellement lui. Le problème, c'est surtout le cahier des charges qu'on lui a imposé, et l'obsession bizarre de DC Comics de l'époque d'être dark, edgy et de rendre la Suicide Squad cool. Peu importe le prix, quitte à être ridicule d'immaturité. Et finalement changer d'avis suite à l'accueil critique de Batman v Superman, qui démontrait que ce n'est pas ce que les fans voulaient voir. Je peux même aller plus loin et dire que le problème n'était pas que le travail de David Ayer, mais le simple choix de David Ayer. Choix qui laisse entendre que les gens de Warner et DC voulaient surtout un film d'action militaire sans autre recherche visuelle, thématique ou narrative, avec un héros badass qui affronte une armée et reste badass et droit jusqu'à la fin. Après avoir comparé les différences entre le script et le produit final, vous vous dites sûrement... Quoi? C'est tout? C'est
Tout ce qu'il y a en termes de différence entre le script et le film? Oui, c'est tout ce que les producteurs ont changé durant les reshoots du film. Clarifier la romance entre Harley Quinn et Joker, donner un arc au personnage principal, faire des effets de montage parfois bien, parfois nuls, tuer un membre de l'équipe, oublier le payoff d'un personnage dans le climax et supprimer des trucs soit inutiles, soit cringe de fou. Pratiquement 75% du script sont dans le produit final, 80% dans le cas de la version longue. La Ayer Cut est une arnaque. La vision du réal était toujours là. Seulement Ayer n'a pas été engagé pour sa vision, qui étant un projet de producteur qui était déjà très imprégné du style graphique d'un précédent réalisateur. Il a beau essayer de proposer des trucs, genre une idée visuelle cool de l'Enchantress qui se change en entrelaçant ses mains avec son hôte, qui, oui, c'était son idée. La description de ce passage est telle quelle dans le script, donc pour le coup ça on peut le créditer à David Ayer, mais il n'en reste pas moins qu'il faisait une commande, pas une œuvre personnelle. On a été choisi pour échouer. Ouais, je sais. Ouais, le pire là-dedans, c'est qu'ils vont me mettre ce fiasco sur le dos. On va leur servir de pigeons pour étouffer l'affaire. Et un bon exemple de ça est Steppenwolf. David Ayer a révélé il y a quelques temps que Steppenwolf était à la base le vrai méchant de Suicide Squad, qu'il contrôlait l'Enchantress via une boîte mère et qu'elle essayait d'ouvrir un tunnel boom pour faire arriver sur Terre une armée de paradémons. Ça a été changé parce que le diptyque que Zack Snyder prévoyait pour son Justice League a été annulé, donc il a dû simplifier l'histoire de son film Justice League et garder le grand méchant Darkseid pour une suite qui ne sortira jamais. Le script avait déjà passé ce stade et remplacé Steppenwolf par Incubus, un autre personnage d'ici dont tout le monde se fout, qui a été redesigné en gros monstre débile. Donc ouais, aucune chance qu'on voit un jour un remontage du film avec Steppenwolf et des références aux New Gods. D'ailleurs, c'est de là que vient la rumeur comme quoi David Ayer aurait écrit le script de Suicide Squad en 6 semaines. C'est faux. Il a eu des mois pour écrire ce script. Non, les 6 semaines en question, c'était pour réécrire le script et enlever tous les passages qui mentionnent de Steppenwolf, les paradémons, la boîte mère et tout, et le remplacer par un petit bout de lore fainéant qui compense et fait un petit peu la même chose. Le film était déjà mal parti avant le remontage, avant le casting et avant le tournage. Le choix de faire un film Suicide Squad au début de cet univers, l'ingérence de Jared Leto que je soupçonne d'avoir complètement improvisé toutes ces scènes, ce qui rend les interactions avec les autres personnages si froides et artificielles. Et bien sûr, le fait qu'à Hollywood, ce sont les producteurs qui ont la Final Cut. Je comprends que l'idée que Suicide Squad était secrètement un chef-d'œuvre gâché par les producteurs, c'est tentant. Mais comme le Snyder Cut, c'est exagéré. Ce sont des blockbusters calibrés, commandés par des producteurs qui prennent des décisions bien avant le début de l'écriture du script. Et tu vois, c'était pas un crime. D'autres réals ont tenté des trucs, se sont loupés, et ils assument. Michel Gondry n'a pas appelé à ce qu'on libère la Gondry Cut de son Green Hornet. Neil Marshall n'a pas demandé la Marshall Cut de son Hellboy tout pourri. Joel Schumacher n'a pas demandé la Schumacher Cut de Batman et Robin. Il demandait peut-être pour Batman Forever, car il avait tenté un truc pour ce film qui a été supprimé au montage, mais pas pour Batman et Robin, qui était purement commercial et entièrement dirigé par des producteurs, et dont les défauts n'étaient pas dus qu'à la post-prod. Et en assumant leurs erreurs, ils ont pu apprendre de bonnes leçons sur comment faire leur cinéma à eux. En glorifiant une vision bafouée et fantasmée, on empêche le réal d'assumer et d'apprendre. Et c'est dommage, le cinéma de David Ayer stagne depuis Suicide Squad, reprenant les mêmes défauts narratifs, thématiques et structurels dans tous les films qu'il a fait après. Alors qu'il avait un début de savoir-faire qui, si on l'avait laissé apprendre et s'améliorer, il aurait pu devenir un meilleur cinéaste. Mais non, à la place, il fait Working Man. Donc voilà, Suicide Squad est définitivement insolvable comme film, même sous cette fameuse Ayer Cut. Mais ce n'est pas pour autant entièrement la faute de David Ayer. Il a participé, certes, mais il ne faisait que faire ce que les producteurs lui demandaient de faire. Et si ce film a été réécrit en post-prod, c'est tout simplement parce que ces mêmes producteurs ont changé leur plan à la dernière minute, en réponse aux critiques des précédents films de cet univers. Ce n'est pas parce que les défauts du film ne sont pas dus au changement durant la post-prod que ce n'est plus de la faute des producteurs. Même les défauts qui caractérisent toute la filmographie de David Ayer, eh ben, on peut aussi les reprocher aux producteurs parce que c'est eux qui ont choisi spécifiquement David Ayer pour ce projet. Alors qu'il avait probablement pas le savoir-faire et la compréhension du genre pour faire un film comme Suicide Squad. Alors qu'il pouvait prendre un réalisateur plus talentueux comme James Gunn, justement. D'ailleurs, en parlant de James Gunn et de DC... D'abord, parle de Blanche-Neige! Oh. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines sorties sur cette chaîne ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir cette chaîne et cette émission, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon, vous y aurez accès à mon Discord privé où on parle d'un peu tous les sujets, je vous tiens au courant de l'avancée de la prochaine vidéo et vous montre des exclus, ainsi que des goodies comme des t-shirts, posters, badges et mugs ou des exclus comme les versions non censurées de mes vidéos. Vous pouvez même y choisir un film pour mon émission, le Vidéo Club virtuel diffusé un samedi sur 2 sur Twitch. Si vous voulez m'entendre défoncer un film, défendre un film ou tout simplement avoir mon avis, n'hésitez pas. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Fermez-la.